Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Soccer, le podcast de référence sur le soccer nord-américain et aujourd'hui plus particulièrement de la MLS, puisque vous avez sûrement entendu, on a un nouveau podcast sur la Canadienne Première Ligue et le soccer canadien qui s'appelle CS à l'érable que je vous invite à écouter. Mais sur ce podcast, aujourd'hui, on se concentrera sur la MLS et sur la période des transferts. Et pour en parler avec moi, je suis avec Adi Raphaël et Anthony Devarenne, les deux autres rédacteurs en chef de Culture Soccer. Comment ça va, les gars ? Moi, ça va très bien, ça va très bien. J'ai vraiment une journée extrêmement mouvementée, un mercato très, très mouvementé en MLS. J'ai hâte de décrypter tout ça avec vous, voir un peu vos avis par rapport à tout ça. Moi, ça va moyen, les gars, je dois vous avouer, parce que le capitaine de Nashville a eu une affreuse blessure fin de saison, donc peut-être fin de sa carrière au club, puisqu'on va en MLS l'année prochaine. Donc ça va moyen, mais le podcast, je pense qu'il va me remonter le moral un peu. Oui, beaucoup de mouvements, en tout cas beaucoup de termes, de gammes, de joueurs désignés, beaucoup de vocabulaire. On va essayer de décrypter tout ça ensemble. On va faire club par club, on va un peu juger les bons et les mauvais mouvements. Et on va essayer de voir ceux qui ont fait un bon mercato ou non. Et on va même parler un petit peu des expansions en fin d'émission. Donc restez bien à l'écoute et on va commencer directement dans le vif du sujet avec Atlanta United, un club qui s'est vraiment repris ces derniers matchs et qui a accueilli seulement 2 transferts. On parle surtout de la seconde période des transferts, donc pas celle en mai, où il y a les clubs MLS qui ont un peu échangé entre eux, mais celle un peu plus tardive, où la MLS aussi échangé avec le monde entier, et elle est fermée, cette période des transferts depuis 2 jours, malgré le fait que certains clubs européens puissent toujours acheter en MLS, puisque par exemple en Italie ou en Espagne, ce n'est pas encore fermé. Donc Atlanta United, 2 nouveaux joueurs, Emerson Hyndman, prêté de Bournemouth, 23 ans, qui est le petit-fils de Skella Hyndman, un ancien entraîneur de Dallas et du college soccer. Et aussi, ils ont récolté un défenseur de 22 ans pour $100,000 à Chicago, un ancien drafté qui s'appelle Mo Adams, qui n'a pas encore fait ses preuves. Par contre, Hyndman a été déjà décisif avec Atlanta en Cup notamment. Adi, est-ce que tu penses que Atlanta aurait dû chercher plus de monde ou c'était suffisant ces 2 jeunes ? Non, je pense que c'était suffisant. Ils ont ce qu'il faut. Mais après, bon, il y a eu beaucoup de blessures dernièrement. Donc, je pense Break Shea qui s'était blessé. Et même Florentin Pogba en défense qui s'était blessé. Donc, ils avaient besoin de recruter Mo Adams qui est plus un milieu de terrain, mais qui est capable de jouer en défense, surtout à côté. J'ai déjà vu jouer en latéral gauche, pas très souvent, mais je l'ai déjà vu jouer en latéral gauche. Ça peut être intéressant. C'est un joueur qui est assez versatile. Puis Hyndman, c'est quand même un très bon joueur, un milieu de terrain créatif, ancien international américain. C'est vraiment un excellent joueur. Pour revenir à Skella Hyndman, c'est le joueur, l'entraîneur favori de nos chers rédacteurs Léo Villemain et Florian Moget. On les salue. Ouais. Et toi, Anthony, est-ce que tu trouves que ces 2 signatures sont suffisantes pour faire une belle fin de saison à Atlanta ? J'aime bien ce genre de signature parce que ça rajoute vraiment de la profondeur à l'effectif d'Atlanta. On le sait, Atlanta, c'est l'une des meilleures équipes dans l'Est avec des gros joueurs de valeur assez élevée, là, avec des Pity Martinez, des Joseph Martinez, des Hector Villalba et tout, avec un bon milieu également avec des joueurs comme Remedy, Nagbe. Donc vraiment, là, je crois pas qu'il y avait besoin de vraiment là, rajouter un élément dans le 11 partant. Donc ce genre de signature-là là, pour vraiment racheter de la profondeur, pour être sûr de parer aux blessures qui pourraient arriver jusqu'aux séries, je crois que c'est vraiment une bonne stratégie là, pour Atlanta qui même avec un bon niveau là, continue de se renforcer là, au moins dans son groupe des 23. Là. Exactement. Ils se sont aussi débarrassés de Romario Williams à Atlanta. J'aimerais le mentionner parce que c'est un joueur qui a été drafté par Montréal et qui avait été tradé, qui avait très bien fait à sa première saison, l'année du titre avec Atlanta, où bon, c'est sûr que c'était un 2e couteau, même un 3e couteau, mais chaque fois qu'il jouait, il avait marqué plusieurs buts. En peut-être 6-7, je n'ai pas les stats exacts, mais je pense 3-4 buts en une dizaine d'apparitions. Ce qui est quand même très, très bon pour un 2e, 3e couteau. Puis là, ils l'ont échangé à Columbus. Donc, intéressant de voir en espérant qu'il aura un peu plus de temps de jeu à Columbus parce que c'est un international jamaïcain qui est quand même assez bon en attaque. Pas mauvais du tout. Ouais, je suis d'accord avec toi.
Pardon. Ouais, désolé, Antoine, Ah, j'allais dire que je partageais l'avis de Adi, là, Romario Williams, là, dans son temps à Charleston, il y a 2 ans, là, il a fini parmi l'un des meilleurs de la ligue. Là, donc vraiment, Romario Williams, il va vraiment donner, j'ai l'impression, la doublure de Zardes à Columbus. En tout cas, il va avoir une compétition avec Jordan Hamilton. Donc vraiment, ça va être intéressant de voir. Ça pourrait redonner un élan à sa carrière. c'est clair, c'est clair, c'est clair. Et je suis d'accord avec vous aussi sur le fait qu'Atlanta n'avait pas besoin de signer plus de joueurs. Ils ont réussi aussi un peu à recentrer, j'ai l'impression, la confiance autour de Frank Deber, qui a été un peu discuté par notamment Gonzalo Pires oui, ou Pity Martinez, pardon, qui n'était pas forcément fan de ses choix. Et là, un peu de sang neuf, ça peut faire du bien à cette équipe. Et surtout que Ryan Hinman a fait des bons bouts de match jusque-là, depuis son arrivée. On va passer au Chicago Fire. Le Chicago Fire qui, malgré des stats plutôt sympathiques, ont vraiment du mal en ce début de saison. Et ils ont amené 2 vétérans. Jonathan Bornstein, 34 ans, qui arrive après des saisons en Israël. Il était notamment un ancien joueur de la sélection américaine qui a fait un bout de Gold Cup, je crois, en 2015 et 2013, si mes souvenirs sont bons. Et Michael Azira, qui arrive de l'Impact. Franchement, très bon vétéran, très bon second couteau au milieu de terrain, 32 ans, mais c'est quand même 2 vétérans. Bon, pour moi, ça attend un petit peu le fait qu'en fin de saison, ils n'auront plus du tout de joueurs désignés, parce que 3 joueurs désignés sont en fin de contrat. Peut-être qu'ils vont les re-signer, peut-être pas. Schweinsteiger, Nikolic et Kataï. Mais quand même un mercato très faible. Je ne sais pas ce que tu en penses, Anthony. Ouais, ben, selon moi, Bernstein, c'est quand même une très bonne addition à l'effectif. Là. C'est vraiment un très bon latéral gauche qui a d'ailleurs joué en Liga MX. Donc vraiment, c'est un bon défenseur gauche qui va peut-être permettre à Francisco Calvo de revenir au centre. Donc ça rajoute des options au coach. Mais c'est vrai que Michael Azira, là, Adi va pouvoir nous en parler plus amplement, là, mais je pense pas que c'est le joueur qui va faire transformer l'effectif du Fire. Là. Ben, écoute, oui, c'est pas quelqu'un qui va transformer, mais si tu regardes un peu le Fire et leur force de frappe au milieu de terrain, des milieux très offensifs comme Mihailovic, comme Nico Gaetan, tu as besoin de ce joueur un peu sobre qui joue super défensif pour un peu tenir le milieu. Et ils n'avaient pas vraiment ça, ou ce qu'ils avaient n'était pas suffisant. Donc, en ramenant Michael Azira, c'est pas quelqu'un de flamboyant qui va aller te marquer des buts ou te faire des passes décisives, mais ça va être un peu le genre de joueur qui va s'occuper de la dirty job, comme on dit, donc la récupération au milieu de terrain, faire des passes super courtes et garder ça très simple pour, bien évidemment, stopper les contre-attaques adverses. Donc, ça peut être quelque chose, une très bonne pièce pour l'équipe de Paunovic. Euh, Moi, la seule chose en fait, l'arrivée de Bornstein, je trouve ça vraiment très, très bon. Oublions pas que Bornstein, c'est un international américain, 38 sélections avec les États-Unis. C'est un très, très bon joueur. Et on l'a vu déjà, il a déjà joué 2 matchs avec Chicago, puis il a été vraiment très, très bon. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Puis je trouve que c'est une très bonne recrue pour Chicago. Et je pense que Chicago s'est renforcé. Malgré tout ça, là, avec Azira au milieu de terrain, puis Bernstein en tant que latéral gauche, je trouve que Chicago fait un peu plus peur qu'avant. Après, bon, ils sont quand même assez loin des séries, là, mais ils peuvent encore y arriver. Ouais, je suis assez d'accord, mais bon, je pense que si ils ont pas beaucoup de place dans l'effectif en termes déjà de TAM et puis de joueurs désignés, comme je disais. Donc les changements ne pouvaient pas être énormes, mais je pense qu'à la fin de la saison, qui est playoff ou non, on risque d'avoir pas mal de changements cet hiver. Et pour Borgstein, je me suis trompé, c'était la Gold Cup 2011, c'est là un peu sa dernière sélection avec les États-Unis, donc ça remonte pas mal, mais c'est vrai qu'il a fait de 2 bons matchs jusque-là. On va passer à une autre équipe qui galère aussi, le FC Cincinnati, qui a réussi à un peu battre, j'ai l'impression, Minnesota au titre de la pire expansion de l'histoire de la MLS, qui s'est un peu renforcé cet été. On a, surtout en fin de mercato, pardon. Donc on a d'abord eu au tout début Michael van der Werle, un défenseur central néerlandais expérimenté qui est arrivé. C'est vraiment un défenseur qui connaît le nouvel entraîneur qui s'appelle Jans, qui a été un directeur sportif et un entraîneur aux Pays-Bas pendant longtemps, notamment au PEC Zwolle. Je ne sais pas trop comment on prononce les néerlandais, désolé. Et donc c'est un défenseur central qui connaît le nouvel entraîneur
et qui devrait apporter un peu de stabilité à cette défense de Cincinnati. Un autre défenseur qui est arrivé, c'est Andrew Kootman, l'arrière-coach en prêt du Celtic de Glasgow, que Nashville devait signer, mais il y a eu un problème de droit, et il finit en prêt à Cincinnati. Et puis devant, deux arrivées qui sont arrivées vraiment en fin de mercato. Derrick Etienne Jr. des New York Red Bulls en prêt, l'international haïtien qui avait fait on l'avait vu en Gold Cup notamment, récemment. Et puis Joe Gio, je ne sais pas comment on prononce, mais c'est un international américain, un milieu offensif qui joue en deuxième division allemande à Duisburg. En tout cas, les signatures de Cincinnati sont difficiles à prononcer, et qui était récemment dans la pré-liste pour la Gold Cup, notamment de Craig Berhalter. Donc, 2 recrues offensives, 2 recrues défensives, mais rien de flamboyant non plus. Anthony, j'imagine que tu es un peu déçu déjà de voir Kootman pas à Nashville, mais en général, que t'inspirent ces 4 signatures? Et puis le nouvel entraîneur, pardon. Ben moi, c'est sûr qu'Andrew Gutman, j'avais hâte de le voir à MLS, puisque oui, il n'a pas signé à Nashville, mais il avait signé en prêt à Charlotte avant de rejoindre Cincinnati. Vraiment, Charlotte, une équipe qui peinait à remporter des matchs en début de saison, et c'était vraiment la seule valeur là, positive dans l'effectif. Euh, et vraiment, là, le voir signer à MLS, je trouve ça bien. C'est vraiment un joueur là, qui, selon moi, le niveau MLS, il risque de faire un bien fou à Cincinnati. Et puis, faut pas oublier que ça a été le seul joueur USL à être dans la liste des 40 joueurs de Greg Berhalter également. Donc, vraiment, c'est un excellent latéral gauche qui, j'irais même jusqu'à à dire là, qu'il va pouvoir concurrencer Greg Garza sans problème, j'en suis sûr. Pas pour rien que le Celtic est allé le chercher. Sinon, là, c'est le défenseur central là, en provenance des Pays-Bas, là, ça va rajouter un peu d'expérience à l'équipe de Cincinnati, puisque j'ai l'impression que c'est ça qui a manqué à Cincinnati en début de saison, c'est de l'expérience. Et il n'en avait pas beaucoup. Et sinon, là, Gio et Étienne, là, c'est des joueurs qui me semblent très explosifs. Derrick Étienne, on a vu tout son talent à la Gold Cup et avec les Red Bulls. Donc, vraiment, c'est quand même un bon mercato d'été là, pour Cincinnati, je trouve. Moi, je trouve que c'est un peu n'importe quoi ce qui se passe à Cincinnati. Je pense qu'on empile des joueurs, on empile des joueurs et on empile des joueurs, puis on ne sait pas quoi en faire. J'espère que l'entraîneur va prendre des décisions fortes. Parce que bon, on amène encore un ailier comme Derrick Etienne, qui est plus un ailier gauche. On a déjà Roland Lama qui joue dans cette position-là. Est-ce que ça veut dire que Roland Lama va être sur le banc avec le salaire qu'il fait? Je la comprends pas trop. Est-ce que si Roland Lama va retourner en Europe, il y a quelqu'un qui a été intéressé par lui? À ce moment-là, ce serait plus logique. Mais on regarde des joueurs, il y a énormément de joueurs à Cincinnati, mais c'est juste pas normal. Il y en a tellement. Et je ne sais pas ce qui se passe. Après, bon, c'est un nouvel entraîneur. C'est sûr qu'il va ramener un peu ses pions à lui pour pouvoir un peu installer son système. On s'entend que Cincinnati, maintenant, ils vont utiliser le reste de la saison. Quoi. Il reste 2 mois à la saison pour préparer la saison prochaine. Ils n'ont plus aucun espoir de faire des séries, quoi que ce soit. Puis c'est le moment pour l'entraîneur de, en fait, comment on dit, trier les joueurs et puis prendre les hommes et mettre les petits garçons de côté. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Il va pouvoir décider qui mérite une place l'année prochaine dans la franchise et qui devrait être renvoyé. C'est l'objectif principal maintenant de l'entraîneur-chef. Complètement d'accord avec toi, je comprends pas trop cette idée d'empiler des joueurs moyens, en fait, ça le problème. Ouais. Jojo est peut-être très bon, mais Derrick Etienne Jr., en plus il arrive en prêt, donc c'est-à-dire qu'il va même pas rester. Je comprends pas trop l'idée derrière, sachant que tu ferais mieux de faire jouer en fait les jeunes que tu as, au moins de toute façon la saison est morte. Donc autant essayer de faire jouer un petit peu. D'ailleurs, pour ceux que ça intéresserait, l'entraîneur français Yohan Damet, qui était en intérimaire jusque-là, restera dans le staff en tant qu'adjoint. On l'avait reçu sur ce podcast au tout début, donc ça fait plaisir qu'il reste. Mais je suis d'accord, Cincinnati, la saison va être très compliquée malgré ces quelques additions. Et c'est dommage pour les Bleus et Orange, parce que là, ça ira. Colorado Rapids, on passe très rapidement parce qu'il n'y a quasiment rien à dire. En fait, ils avaient pris pas mal de joueurs en mai lors de la saison des transferts, mais inter-MLS avec Lewis et Aboubakar. Mais il n'y a toujours pas de coach parce que c'est toujours l'intérimaire qui s'occupe de cette équipe. Et il n'y aura probablement pas de coach avant 2020, j'imagine, à Colorado. Donc, aucune recrue, pas de nouveau coach. Je ne sais même pas si on a besoin d'en parler. Anthony, est-ce que tu as quelque chose à dire sur les Rapids? Non, vraiment pas. Ouais.
Parce que je pense qu'ils attendent 2020, parce qu'en 2020, Tim Howard part, Gashi aussi, et puis le troisième DP, dont j'ai oublié le nom, part aussi. Donc, bon, il y aura le Columbus, il y aura plus grand-chose. Il y aura plus d'espace aussi pour plus de manœuvres. Donc, pour les Colorado, on passe et ce sera la prochain Ouais. mercato. Columbus, à Columbus, Stephen est parti, Zach Stephen, et il a été remplacé par l'excellent Eloy Room, le gardien de Curaçao. Non, j'ai mis ici. Ouais, ouais, Oui, c'est ça. J'ai eu Curaçao, un t'as doute raison. vraiment avec toutes les îles qu'on a vues en Gold Cup, qu'on adorait à la Culture Soccer, si vous avez suivi un petit peu la Gold Cup. Donc très content de le voir là. Et on a aussi Luis Diaz qui est arrivé en Derediano comme jeune joueur désigné. Et Younes Rokhtar, un vétéran de Norvège et des Pays-Bas, comme ailier. Qu'est-ce que vous pensez de ce mercato de Columbus qui est un peu en galère en ce moment? Il patine un petit peu en MLS. Je vais donner la parole à Adi pour commencer. Bah écoute, moi je suis très déçu de Columbus. Je m'attendais à ce que ce soit une très très bonne année pour le crew. Et puis je pense qu'ils avaient besoin de 109 parce que effectivement Cameron Porter, l'entraîneur-chef de Columbus a eu beaucoup de mal à vraiment mettre sa patte sur l'effectif. Et je pense qu'ils avaient besoin de ce 109. Je pense que c'est un recrutement, comme j'ai dit. Il prépare l'année prochaine. Je pense pas que c'est plus que ça. Il y a de bons petits joueurs quand même qui ont été acquis. Mokhtar, je l'ai vu jouer. J'ai vu quelques petits highlights sur lui. Ça a l'air d'un bon joueur au milieu de terrain. Romario Williams, on en a parlé un peu plus tôt, qui est là aussi. Et le Room, c'est vraiment le remplaçant parfait pour Stephen parce que bon, on s'entend que Joe Bendick faisait pas trop le poids. Donc voilà. Non, je trouve que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Columbus s'est repris. Après, bon, il va falloir. Ils ont eu beaucoup de blessés aussi. Hein. Valenzuela qui Ouais. était blessé la plupart de la saison, qui est un de mes joueurs préférés en tant que latéral gauche, et même Harrison Afful qui commence à un peu. Il était blessé en début de saison, puis il a jamais retrouvé un peu son allant d'antan. Donc, espérons que ça a juste passé pour quelques secondes, pour une saison, et que l'année prochaine, il sera de nouveau Ouais. à son apogée. Federico Higuaín aussi qui a été blessé pas mal cette année. Ouais. Anthony, est-ce que tu as d'autres pensées sur ce Columbus à part j'imagine que tu es content pour Eloy Room déjà. Ouais, ouais, Room, là, on l'a pratiquement nommé comme meilleur gardien de la compétition. Donc, vraiment, là, je suis content de le voir en MLS. Et je suis vraiment d'accord avec Adi, là, surtout ce qu'il a dit, excepté sur Joe Bendick, là, il a dit qu'il fait pas le poids, mais il a l'air assez dodu. Donc, j'ai l'impression qu'il fait le poids, mais il a pas le niveau. Ouais. En parlant de personnes qui ont l'air un petit peu dodus, à DC United, il y a un petit Anglais qui a vraiment la tête d'un Anglais de pub qui est parti, enfin qui va partir à la fin de la saison 2020. C'est un peu la grosse surprise du côté de DC, puisque Rooney a annoncé qu'à la fin de la saison, il partirait à Derby County pour entraîner l'équipe, être un peu entraîneur-joueur. On ne sait pas s'il sera premier entraîneur ou assistant, mais en tout cas, il quittera DC United alors qu'il avait pourtant d'autres années en prévision, et puis surtout qu'il était un peu la face de la franchise. C'est dommage pour DC qui avait un mercato plutôt calme jusque-là. Assad et Acosta annoncés partant finalement restent. Donc ça pose de gros problèmes à DC United, Anthony, puisque ils vont devoir se renouveler l'année prochaine. Acosta va sûrement partir gratuitement, il sera en fin de contrat. Rooney part aussi. Et pardon, juste avant de donner la parole, je vais juste finir les arrivées, puisqu'il y a eu quand même des arrivées en fin de contrat. Enfin, pardon, de mercato. Ola Kamara pour 2,5 millions de dollars après une petite pige en Chine qui ne s'était pas très bien passé. Mais l'ancien buteur du Columbus et de Los Angeles a toujours été une valeur sûre. Et puis Emma Boateng, notre petit chouchou, pour 250 000 du Los Angeles Galaxy, ainsi que Felipe de Vancouver. Anthony, comment on va faire d'ici sans Rooney, sans Acosta, peut-être l'année prochaine, sans Bill Hamid aussi qui devrait partir? Ben, honnêtement, je trouve que l'acquisition de la caméra, elle est très bonne, là. C'est sûr que c'est pas aussi bon que Rooney, mais je crois que Rooney allait peut-être dégraisser à la prochaine saison. Là. Il commence quand même à vieillir. Je me souviens plus de son âge, là, mais vraiment, Ola Kamara, oui, c'est un très bon attaquant de MLS. Tu mets Emmanuel Boateng à gauche. Mais vraiment, j'ai l'impression, j'ose croire que si Acosta part, là, que le DC nous réserve vraiment une surprise
provenant de leur chapeau parce que vraiment, là, ça va prendre la face de la franchise. Sans Rooney et Acosta, là, DC United perd vraiment deux grosses vedettes, les deux images fortes de leur franchise. Donc, ça va faire très mal. C'est sûr que l'équipe va peut-être manquer de personnalité un peu, mais vraiment, c'est ça. J'ose espérer que DC United prépare l'après Rooney et l'après Acosta. Mais Et oui, vas-y. pardon, ouais, j'allais juste demander si Emma Boateng, tu penses que c'est une bonne chose qui change un peu d'air et qui parte à DC? Oui, oui, vraiment, là, je suis content de le voir changer d'air. Peut-être qu'avec un nouveau projet, là, sa carrière va se relancer parce que niveau statistique, c'est sûr qu'avec Los Angeles, ces derniers temps, ça n'a pas été optimal, mais c'est ça, avec DC United, j'ose espérer là, qu'il va relancer sa carrière. Et Philippe, là, c'est un excellent, pas excellent, c'est un bon milieu de MLS et vraiment, ça rajoute du costaud dans le milieu du DC. Adi, quelque chose à rajouter sur ces trois nouvelles recrues? Oui, juste rapidement, juste pour dire à Anthony, 34 ans, 33 ans pour Wayne Rooney, donc encore pas très très vieux, donc il aurait pu rester un peu plus longtemps. C'est vraiment une grosse surprise. Par contre, je pense que DC United mise un peu tout sur cette année. On s'entend que, bon, DC est quand même cinquième à l'Est, donc ça va être un peu difficile. Et ça a été difficile depuis le début de la saison. Mais ces trois signatures-là sont quand même assez intéressantes. Ola Kamara, c'est une excellente acquisition. Euh, Felipe Martins, comme tu l'as dit, c'est pas un excellent joueur, mais c'est un bon joueur pour ce que DC a besoin. Quelqu'un qui va jouer un peu plus comme un rôle de milieu un peu plus reculé, un peu un rôle de meneur de jeu reculé. Comparativement à Costa qui va être un peu plus dans la percussion, dans le dribble ou quoi que ce soit. C'est quand même très, très intéressant. Moi, et ça offre des options supplémentaires à Ben Olsen. Moi, j'aime beaucoup ce qu'a fait DC. Après, bon, l'année prochaine, comme vous le savez, en MLS, c'est un circuit fermé. Il y a pas on n'a pas de relégation. Donc, l'année prochaine, c'est l'année prochaine. Il y a beaucoup moins de construction sur l'avenir que ce qu'il y a en Europe. L'année prochaine, ils se débrouilleront et ils enverront des joueurs balader, puis ils recommenceront à zéro. Il n'y a aucun problème à ce point de vue-là. Mais pour cette année, je pense que c'est de très bonnes acquisitions, surtout en profondeur, pour essayer différents schémas tactiques. Ça va être intéressant pour Ben Olsen. Complètement d'accord, mais ça va. Ouais, c'est dommage quand même de voir Costa et Rooney partir, mais ça va être déjà la révolution à United. On a parlé notamment de Ozil et Balotelli visés par le club apparemment. Donc on va voir si ça se fait. Du niveau du FC Dallas, le club texan qui a perdu Carlos Gruezo, qui est parti à Augsbourg en début de mercato en juillet pour 4,5 millions de dollars. Grosse signature tout de même. On a aussi Aranguiz qui est reparti au Chili, et puis un Ghanéen arrive, Jassi, un Ghanéen qui est censé marquer des buts, mais ses statistiques jusque-là, c'est 6 buts en 52 matchs. Donc je ne sais pas trop si ça fera grand-chose du côté de Dallas, mais Dallas, je pense qu'on se concentre plus vers l'année prochaine, non, Adi? Ouais, très sérieusement, j'aime beaucoup ce que d'habitude fait Dallas, de donner de la chance aux jeunes et leur système. Ils ont une académie extraordinaire. Mais arrivé à un moment, il faut bien que tu les encadres, ces jeunes-là. C'est ridicule avec des petits paris à droite et à gauche. Ils vendent ils avaient vendu au début de l'année à Chris Richards. Ils ont vendu ils avaient échangé Victor Ulloa. Ils avaient échangé Urruti. Donc, ils ont réduit la masse salariale à n'en plus finir. Ils ont eu de l'argent avec, comme tu l'as dit, le transfert de Gruezo. Mais pourquoi ils réinvestissent pas ça dans au moins qu'ils amènent un ou deux bons joueurs, un joueur désigné peut-être qui serait un peu potable juste pour un peu donner un peu un push à cette équipe-là qui est encore en place de playoffs et qui a quand même de très très bons jeunes, très talentueux, mais il pourrait avoir ce petit plus qui ferait que ce serait une équipe qui serait encore plus dangereuse et qui pourrait jouer les premiers rôles en MLS. Et je vois pas pourquoi les dirigeants ont du mal à donner ce petit push à cette équipe-là. Et déjà, si jamais ils veulent avoir donner un peu plus d'espoir aux supporters, c'est sûr qu'ils sont très contents avec les jeunes, mais n'empêche, donner un peu plus d'espoir aux supporters, ramener un joueur
joueurs de très grande classe. Ce serait quand même intéressant. Ils ont l'argent et ils ont ce qu'il faut et ils ont quand même de très bonnes infrastructures. Donc, bref, à un moment donné, c'est très bien, mais je pense que c'est un peu lourd à la fin pour les supporters qu'ils voient leurs meilleurs joueurs partir puis personne venir à leur place. Ça fait Et un peu puis, weird. ils ont un partenariat avec le Bayern Munich quand même, ce qui est pas Ouais. mal. Anthony, on a quand même une petite recrue, si on peut appeler ça une recrue, c'est Ricardo Pepi qui arrive de la franchise de Ligue 1. Il a seulement 16 ans, mais il fait déjà une grosse impression. Est-ce que pour toi, c'est déjà pas mal et est-ce que tu penses qu'il va jouer? Oui, Ricardo Pepi, là, j'ai eu la chance de le voir jouer grâce à la chaîne YouTube de la USL League One. Et vraiment, c'est un bon joueur. Je ne sais pas s'il va avoir un impact directement parce qu'il va quand même falloir qu'il s'adapte à la vitesse de jeu de la MLS. Là. Il a quand même seulement 16 ans. Mais oui, c'est vraiment peut-être l'année prochaine, voire dans 2 ans, là, ça risque d'être un très bon joueur de MLS s'il ne part pas avant. Mais vraiment, comme disait Adi, là, pour revenir au mercato de Dallas, là, c'est sûr que peut-être que les partisans de Dallas peuvent être déçus, là, et surtout quand, quand pratiquement au dernier jour du mercato, Dallas annonce Eric Alexander, ça leur fait peut-être encore plus déçu. Ouais, c'est clair que c'était pas l'addition que les supporters souhaitaient, j'imagine. Et moi, il y a un mercato par contre qui m'a beaucoup plu, c'est celui des rivaux texans, desquels on va parler maintenant. Le Houston Dynamo, qui non seulement n'a pas encore, en tout cas pour le moment, perdu ni Ellis ni Manotas, mais en plus a signé un joueur que j'adore, Christian Ramirez, l'avancante du LAFC, qui galérait un petit peu, et ils l'ont signé seulement pour un peu plus de 200 000 dollars, alors que le LAFC l'avait payé 800 000 dollars il y a à peu près une saison et demie maintenant à Minnesota. Donc Christian Ramirez, seulement 28 ans, international américain, qui arrive en pointe pour le Houston Dynamo, accompagné de Nico Hansen du Columbus Crew et d'un jeune défenseur central du Chili, de Huachipato, qui s'appelle José Bizama et que je ne connais pas, mais je suis très séduit par ce recrutement de Nico Hansen et Christian Ramirez. Et ils ont seulement perdu l'arrière droit Chris Duval, ancien de Montréal notamment, qui est aujourd'hui sans club, il me semble. Adi, est-ce que tu es aussi enchanté? Je sais que tu n'es pas forcément le plus gros fan de Ramirez, il me semble, mais tu es quand même enchanté par ce beau mercato. Au contraire, j'adore Ramirez. Je le trouve excellent. Non, mais c'est correct. C'est excellent. Bon, après, bon, LAFC, ça a l'air qu'ils s'en foutent de perdre de l'argent, mais bon. Ce que je comprends pas, par contre, c'est comment ils vont faire. Ils ont Manotas déjà devant. Comment ils vont faire entre Ramirez? Est-ce qu'ils vont aller à 2 pointes? En tout cas, vous le savez, je le dis presque à chaque épisode, vraiment pas impressionné par Cabrera, l'entraîneur. Donc, je trouve que c'est dommage d'avoir tout ce talent-là et d'avoir un entraîneur aussi mauvais. Ouais. j'ai pas plus de choses à dire. Point de vue effectif, ils ont un très bon effectif. Je le dis depuis des années. Ils ont ce qu'il faut partout, dans tous les plans du jeu. Beaucoup parlent comme quoi la défense est pas très bonne. Moi, je trouve que la défense est pas mauvaise du tout. Le problème, c'est le système tactique. Le problème, c'est Wilmer Cabrera qui sait pas quoi faire avec son équipe. Bref, encore du punch à l'attaque. J'ai pas grand chose à dire de plus. C'est un bon mercato, mais je suis pas très confiant de par Cabrera, en qui j'ai vraiment perdu confiance depuis des années. Ouais, je vois. Moi, je suis pas forcément d'accord. J'aime beaucoup Cabrera. Je tiens à dire parce que j'étais pas là à l'épisode où tu as critiqué il y a 2-3 semaines. Moi, j'aime beaucoup, mais parce qu'il fait beaucoup de choses avec peu d'argent. Anthony, est-ce que toi tu es d'accord avec ça? Mais après, on peut se dire aussi que Ramirez va remplacer Manotas ou Ellis s'ils partent à ce mercato dans un club italien ou espagnol, par exemple. Ouais, et vraiment, là, Christian Ramirez, là, cette saison, c'est quand même 4 buts et vraiment, c'est derrière les puissances offensives du LAFC. La saison dernière, il a fait 9 buts à sa première saison de MLS 14. Donc vraiment, là, pas s'il retrouve son niveau de 2017, parce que je crois vraiment pas qu'il l'a perdu. C'est seulement que la dernière saison, il était en adaptation et vraiment, cette saison-là, il était derrière une panoplie de joueurs peut-être plus renommé que lui. Mais vraiment, là, à Houston, si, par exemple, comme tu l'as dit, Antoine, si un Manotas part, là, ça va devenir un peu la vedette au poste de buteur, vraiment le buteur indiscutable. Et vraiment, à ce moment-là, il peut retrouver sa confiance de 2017 et vraiment marquer sa quinzaine de buts par saison. Donc vraiment, oui, je suis assez optimiste du côté de Ramirez. Je crois qu'une équipe comme Houston, là,
ça peut quand même bien lui faire. Là. Avec la tonne de partisans derrière lui et tout. Là. Non, pour vrai, non, je Ouais, on pense verra. qu'avec si Ellis et Kyoto restent, là, avec les caviars qu'ils sont capables de donner à quelques reprises dans les rencontres, là, ça peut faire mal du côté du Dynamo. Là. Ouais. Et Ellis qui était poursuivi en Turquie au dernier mercato, donc peut-être qu'il signera là-bas. Manotas, lui, je crois que c'était Liga MX qui s'intéressait un petit peu aux joueurs. Donc on verra s'ils partent avant la fin du mercato de ces pays-là. Le LAFC de Christian Ramirez, lui, a pourtant une équipe déjà parfaite, mais il s'est dit, eh ben, pourquoi pas signer un autre jeune. Ils ont signé Brian Rodriguez de Peñarol, le club uruguayen, pour 11 millions de dollars. C'est un très jeune uruguayen qui arrive, je pense, sûrement pour, on va dire, le mettre dans le groupe et puis attendre peut-être une saison pour vraiment le lancer en tant que titulaire à chaque match. Mais je trouve que ça vraiment exemplaire de la part du LAFC d'aller chercher un jeune alors que pourtant ils ont la meilleure équipe de loin de la MLS et ils vont quand même essayer de chercher ces jeunes pour 11 millions de dollars puisqu'ils ont une place de joueur désigné libre depuis le départ de André Horta et voilà, c'est du bon recrutement. Anthony, je sais pas ce que tu en penses. Ils n'ont pas touché autre chose à part la perte de Ramirez. Non, vraiment, c'est un recrutement intelligent. C'est sûr, c'est beaucoup d'argent. C'est pas tous les clubs de MLS qui peuvent se permettre ça. Mais puisque les FC peuvent se le permettre, c'est vraiment intelligent de faire ça et ça prépare le relève là, en cas de départ de Diego Rossi ou Carlos Vela. Donc vraiment, oui, il s'assure de vraiment être toujours bien armé en cas de départ et vraiment, comme tu l'as dit, ça prépare l'avenir. Peut-être le faire rentrer en cours de match cette saison et puis le faire commencer titulaire à quelques reprises la prochaine saison. Il y a seulement 19 ans, là, donc il y a tout le temps devant lui. C'est vrai que ouais, Diego Rossi pourrait partir. Apparemment, la Fiorentina est sur le dossier. A dit quelque chose à rajouter là-dessus? Non, rien à ajouter. Je trouve LAFC, non seulement ils ont les moyens, mais en plus, ils sont intelligents. Et ils ramènent des joueurs avec une certaine plus-value. Ils avaient ramené Rossi. Là, c'est sûr que s'ils vendent Rossi, oubliez ça, il ne sera pas vendu à moins de 15 millions. Donc, ils feront un profit là-dessus. Puis, ils auront déjà remboursé aussi les frais de transfert pour le nouveau Rodriguez. Là. Donc, c'est quand même intéressant. Ils survolent la MLS et ils continuent à travailler sur un projet qui est de garder LAFC tout le temps au sommet. Ce que Atlanta aussi a fait aussi. C'est les deux équipes qui sont les mieux gérées maintenant à MLS, selon moi. Complètement d'accord. Et contrairement aux rivaux du Los Angeles Galaxy qui ont dû galérer pour trouver un moyen de signer leur dernière recrue. On parle de Christian Pavón, le superbe joueur argentin qui était pisté seulement il y a 6 mois. Apparemment, Boca Juniors avait refusé une offre de 40 millions de la part d'Arsenal. En 6 mois, sa cote a un peu baissé et le Galaxy s'est précipité dessus. Mais pour ça, ils ont dû un peu galérer et ils le font signer en prêt gratuit pour la fin de la saison avant de l'avoir en tant que joueur désigné la saison prochaine et toujours en prêt et de pouvoir l'acheter finalement peut-être à la fin de la saison 2020 pour une option d'achat de 20 millions de dollars. Donc pour le moment, ils ont réussi à passer entre les règles assez astucieusement de la MLS pour avoir un 4e joueur désigné, eux qui ont déjà Ibrahimovic, Alessandrini et Dos Santos. Donc ils l'ont sans avoir son salaire, ce qui est plutôt pas mal. Pavón en prêt, qu'est-ce que vous en pensez, sachant qu'ils ont aussi perdu Emma Boateng a dit, on s'entend que c'était pas forcément là où devait où se renforcer le Galaxy, mais c'est le Galaxy et eux ils ne pensent qu'à l'attaque. Ouais, bah écoute, ils pensent qu'à l'attaque. Par contre, ils peuvent rien faire maintenant avec Pavón. Si je me trompe pas, il n'y a pas de place pour lui. Maintenant, ils doivent Si. se débarrasser d'un de leurs joueurs Non, désignés, non? justement. Non, comme je le disais, en fait, il a été signé en prêt gratuit pour jusqu'à la fin de la saison et le salaire est de 600 000 dollars, ce qui est suffisant. Mais Ah, c'est à partir de la saison prochaine où là, en fait, le salaire augmentera. Ce sera toujours un prêt, mais son salaire augmentera. Et c'est la saison prochaine où ils vont devoir se débarrasser soit d'Alessandrini, soit de Ibrahimovic, qui tous les deux ont leur contrat qui s'expire. Donc j'imagine, je vois bien Ibrahimovic rempiler pour 1 an et Alessandrini peut-être partir. bah, tu as vu, c'est là où moi, je pense que Ibrahimovic s'en ira parce que il avait toujours dit qu'il finirait sa carrière à Malmo. Donc, moi, je pense qu'il ira jouer en Suède pour 1 an, Ibrahimovic, pour te dire très franchement. Mais par contre, oui, écoute, c'est un très bon joueur, Pavón. Ça va être vraiment un excellent joueur, mais comme tu l'as dit, c'est pas là où il faut signer des joueurs. On voit que LA Galaxy,
tout le monde disait, ouais, ils sont extraordinaires à cause de Zlatan, puis ils sont deuxième, et ainsi de suite. Bon, là, il vient de dropper, ils sont à la 5e place. Quand ils perdent et pas à peu près. Un bon 4-0 à droite et à gauche. Ouais, j'ai jamais été convaincu par l'équipe. Et on voit, dès que Ibrahimovic n'est pas là, c'est une défaite presque assurée parce qu'ils sont vraiment Ibra-dépendants, comme toutes les équipes pour lesquelles Ibrahimovic a joué. Après, bon, faut voir. Ibrahimovic, c'est un excellent joueur et qui change une équipe. Faut voir ce qui va se passer avec Pavone. Est-ce qu'ils vont pouvoir s'entendre ensemble sur le terrain aussi? Faut voir aussi si l'entente va être correcte. Aucune idée. On verra. Il y aura sûrement un milieu, du coup, Corona, Leggett, Dos Santos, et puis une attaque Pavone, Ibra, Alessandrini, avec aussi Alvarez qui peut entrer. Franchement, Anthony, en tout cas en attaque, c'est quand même un des plus gros trios offensifs. Ouais, c'est vraiment l'une des meilleures attaques de la MLS, là, surtout avec Zlatan là, qui empile les buts sans cesse. Mais vraiment, moi, qu'est-ce que j'ai retenu de ce transfert, c'est que vraiment, Pavone, là, il avait le choix entre le Galaxy et Bordeaux. Et vraiment, voir que le Galaxy prend le dessus sur Bordeaux, je crois que c'est encourageant. C'est sûr, on l'a vu que récemment, des jeunes joueurs sud-américains allaient en MLS. Mais là, voir un joueur de la trempe de Pavone aller en MLS, malgré des intérêts de clubs européens, je crois que c'est vraiment là, c'est vraiment motivant et optimiste pour la MLS, car on voit vraiment que les clubs MLS sont désormais rendus respectés partout dans le monde. Et ça, là, je crois que ça va vraiment faire une différence dans les prochaines années là, vis-à-vis les transferts. Là. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, là, mais vraiment, Complètement, ouais. le fait de compétitionner contre Bordeaux et de l'emporter, c'est important. Puis, contrairement à Miron ou Barco, qui étaient connus en Amérique du Sud, mais pas forcément des joueurs qui étaient directement pistés par l'Europe, Pavone, c'est quand même, c'est une énorme signature. C'est quand même quelqu'un qui était vraiment, le monde entier le connaissait parce qu'il a déjà joué aussi la Coupe du Monde 2018. Donc c'est un joueur excellent et je suis très content qu'il arrive en MLS plutôt qu'en Europe. Exactement, c'était la même chose aussi pour Pity Martinez, hein, qui était aussi suivi en Europe et qui a signé à Atlanta. Donc on voit un peu plus cette tendance-là pour les Sud-Américains qui préfèrent passer en MLS pour après peut-être aller en Europe, mais pour passer un palier au fur et à mesure. Ça, c'est d'habitude, selon moi, des gens très bien conseillés parce que aller directement de l'Amérique du Sud en Europe, parfois c'est un peu plus difficile. Quand tu passes par la MLS c'est un peu un juste milieu entre ce que tu vois en Amérique du Sud et ce que tu vois en Europe. C'est un peu entre les deux, donc ce qui fait que le changement est moins abrupt. Et en plus, t'es loin de ton pays, mais t'es pas aussi loin que si jamais tu es en Europe. Donc, au cas où tu as un problème ou t'as une semaine, tu peux aller faire un saut, aller voir ta famille. C'est quand même intéressant pour les joueurs sud-américains. J'aimerais juste mentionner une dernière chose, parce qu'on parle beaucoup d'Alessandrini en parlant du trio offensif du Galaxy. Alessandrini a juste 5 apparitions en MLS cette année, ce qui est quand même très décevant. Je sais qu'il a été blessé. N'empêche, 5 apparitions, juste une passe décisive. Est-ce qu'on est en train de lui montrer qu'on lui fait confiance? Je suis pas trop sûr. Je suis pas vraiment trop sûr. On verra en tout cas. Pour moi, il était surtout blessé parce que quand il était en forme, j'ai l'impression qu'il jouait. Mais pour revenir à ce que tu disais, oui, c'est vrai qu'en plus, tu as une diaspora sud-américaine qui est en MLS. Et là, Pavone l'a dit très clairement, c'est le fait que Guillermo Barros Schelotto, l'ancien entraîneur de Boca, était aux commandes du Galaxy, qui l'a fait venir. Et contrairement à Pity, lui est encore jeune, 23 ans, Pity est plus vieux. Donc vraiment, Pavone, c'est une signature énorme, je trouve, de la part du Galaxy. Et même s'ils ont dû vraiment jouer avec les règles de la MLS, je les félicite pour ça, parce qu'ils ont réussi à signer un joueur très excitant à voir. Et on va passer à Minnesota United maintenant, après avoir parlé de Galaxy. Minnesota United a un mercato assez calme, mais un mercato plutôt bon. Ils ont recruté un milieu central, Robin Lod, du Sporting Gijón en 2e division espagnole pour $500,000. On a le français arrière-gauche Wilfried Moimbe qui arrive de Nancy en transfert libre. Ainsi que Abou Daladey, en fait il revient de prêt, mais il va repartir, je pense, en prêt en USL Louis Guan au Forward Madison. Mais la grosse signature aussi qui a été annoncée en plein match, en pleine mi-temps de leur dernier match de Cup contre Portland, c'est le milieu offensif de seulement 18 ans, uruguayen de Danubio, Thomas Chacon, qui est un jeune joueur désigné qui arrive pour 4 millions, pardon, 4 milliards. 4 millions de dollars, un numéro 10 de 18 ans, donc qui jouera peut-être pas cette année, mais Minnesota, c'est
a confirmé, je trouve, cette année avec la signature de Moimbe et de Robin Lod, enfin pour jouer les playoffs et peut-être tenter de gagner l'US Open Cup, parce qu'ils sont en finale. Donc ils ont améliorer leur noyau. Et puis en même temps, ce Thomas Chacon, pour les saisons prochaines, c'est très bien. Juste avant de vous donner la parole, je vais citer les départs. Eric Miller qui part à New York City FC pour 50 000. Romario Ibarra retourne en Colombie. C'était un ailier gauche qui a jamais vraiment réussi à percer. Et puis Bobby Shuttleworth, le troisième gardien même, parti à Sacramento en USL. Adi, est-ce que tu vois cette équipe franchement, c'est un excellent mercato de la part de Minnesota. Bah écoute, on l'a dit en début de saison, Minnesota, ils attendaient, tout le monde se moquait un peu de Minnesota par rapport à Atlanta parce qu'ils étaient ensemble, les équipes d'expansion, comme quoi ils étaient nuls et ainsi de suite. Mais depuis le début, ils étaient assez clairs en disant qu'ils allaient rentrer au fur et à mesure dans la MLS. Et je pense qu'ils attendaient leur stade. Et cette année, leur stade a été inauguré. Puis ils ont mis vraiment ce qu'il faut pour relever encore l'engouement et donner un produit très intéressant sur le terrain. Et ils continuent à le faire. Et c'est là où on voit que Minnesota a beaucoup grandi. Minnesota a beaucoup appris, a beaucoup grandi et a su quand vraiment mettre le pied sur l'accélérateur pour avoir de nouvelles recrues. Il y a aussi Wilfried Moimbe qui a signé aussi. Je ne sais pas si tu l'as mentionné, si. Antoine. OK, excuse-moi. Bref, donc oui, non, c'est un très bon mercato, je trouve. Ils ont déjà une excellente équipe. Donc, ils ont juste ajouté un jeune joueur, puis 2-3 joueurs de profondeur ou de rotation, on va les appeler. C'est un excellent mercato pour quelqu'un comme Minnesota qui aspire aux premières places dans l'Ouest et à se qualifier pour la première fois de leur histoire aux séries éliminatoires et à faire bonne impression. Je pense qu'il faut vraiment rester vigilant par rapport à Minnesota parce que c'est pas une équipe qu'il faut prendre à la légère. Et toi, Anthony, un avis un peu similaire? Oui, vraiment, c'est un mercato intelligent. Minnesota se renforce sans pour autant chambouler tout son effectif. Donc, vraiment, ça prépare également l'avenir et tout. Donc, vraiment, là, excellent mercato de Cincinnati, là, car, pas Cincinnati, Minnesota, désolé, car ils sont présentement en deuxième position. Donc, ils continuent à se renforcer. C'est parfait. Je crois que vraiment, là, les séries là, sont pratiquement assurées du côté de Minnesota, là. Et puis une finale, comme je disais, du US Open Cup à venir. Donc une saison excitante du côté du Nord. Et on va continuer avec un club qui te tient à cœur, a dit l'Impact de Montréal, qui, on a longtemps cru, n'allait pas faire grand-chose dans cette période de mercato, mais finalement, en fin de mercato, c'est pas mal activé et a pu signer des joueurs. Alors on va commencer déjà par Balou Tabla, qui revient en prêt. La deuxième équipe du FC Barcelone, le jeune Canadien de 20 ans, ailier gauche qui jouait déjà à Montréal avant de partir à Barcelone. On a aussi Lassi Lapalainen, je pense que tu me corrigeras sur la prononciation horrible que je viens de faire, un Finlandais de Bologne qui vient en prêt, et puis la grosse recrue, en tout cas sur les papiers, c'est Bojan Krejci, qui vient de Stoke City, et c'est bon, on va pas l'appeler l'ancien Messi, mais c'est un ancien joueur qui devait faire vraiment une grande carrière, puisqu'évidemment que c'est un peu perdu, mais qui indéniablement a du talent. Adi, est-ce que tu es excité par ce mercato, sachant que, vous avez juste perdu Harry Novillo, qui de toute façon ne faisait pas grand-chose à Montréal, et puis Azira, comme on a parlé au Chicago Fire. Exactement, on a aussi recruté Corrales aussi de Chicago. C'est un excellent mercato pour l'Impact de Montréal. Personne s'y attendait d'autant de recrues. C'est Lapalainen qui a signé en premier avec l'Impact de Montréal en prêt de Bologne. En fait, c'est un joueur qui jouait à HJK en Finlande, donc dans son pays natal, et avec HJK durant les qualifications pour la Ligue des Champions. Il avait marqué 2 buts, une passe décisive durant un match. C'est vraiment un très très bon joueur, un ailier gauche vraiment très très bon. Et en fait, l'histoire de toutes ces signatures, c'est très simple. C'est que Rémi Garde a fait un changement de système. Il joue en 4-4-2 maintenant, 4-4-1-1. Et ce qui fait qu'il avait besoin d'un peu plus de punch à l'attaque. Et c'est ce qu'il a fait en amenant Bojan Krkić. Bojan, c'est un joueur qui a battu tous les records de Messi dans l'équipe de jeunes de Barcelone.
Et après, bon, il y a eu des crises d'anxiété. C'est très reconnu. Il a fait une grosse interview là-dessus, ce qui a fait que malheureusement, la suite de sa carrière n'a pas été au niveau de Messi, bien évidemment. Mais c'est quand même un joueur qui a fait de très bons clubs. Et il a été aimé partout où il est parti. Il est parti à Rome, il est parti à l'Ajax Amsterdam. Stoke City, si vous allez voir les commentaires des supporters de Stoke City, en dessous, tout le monde dit que c'était le meilleur joueur qui a jamais porté un maillot de Stoke City en Angleterre, qui était en Premier League, puis maintenant en Championship. En tout cas, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Il a juste 28 ans. Pas encore joueur désigné. Je pense qu'il le sera un peu plus l'année prochaine. C'est très excitant. Très, très, très excitant. Et Corrales, qui est un peu le latéral gauche qui manquait à l'Impact de Montréal parce que derrière Daniel Lovitz, on n'a pas de latéral gauche. Donc, ce sera notre profondeur à ce poste-là. Mercato extrêmement intéressant. On s'est débarrassé aussi des mauvais élèves comme Harry Novillo et bientôt, je pense, Omar Brownie aussi qui devrait partir dans les prochains jours. C'est très intéressant. Je suis très excité. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Il faut voir si la mayonnaise va prendre entre tous ces joueurs-là. Moi, je suis convaincu qu'il y aura pas de problème, mais on verra. Et en plus, Bojan arrive gratuit, puisqu'il était libéré par Stoke City. Anthony, Boyan. J'ai l'accent espagnol. Mais ouais, Anthony, est-ce que toi, tu as un favori parmi ces arrivées? Ben, c'est sûr que Boyan, niveau, on pourrait dire, renommée, ça l'aide le club, là. Mais vraiment, j'ai l'impression que Lassie Lapalainen peut quand même, s'il s'adapte bien au jeu de la MLS, peut quand même faire du mal. Mais oui, vraiment, j'aime vraiment qu'est-ce que l'Impact a fait là, avec Boyan, Balou Tabla, Lassie Lapalainen. Ça rajoute, du côté de Tabla et Lapalainen, ça rajoute de la profondeur. Et du côté de Boyan, là, si son niveau, là, il marque quand même quelques buts cette saison, là, ça peut faire un bien fou à l'Impact là, qui semble chercher son buteur depuis quelques années. En fait, depuis le départ de Drogba. Donc, ça pourrait vraiment être bien, là. Et puis, on va passer à un club qui a trouvé son buteur lors du mercato, parce que c'est le seul joueur qu'il a recruté. On parle du New England Revolution de Bruce Arena, qui a recruté un avant-centre de 29 ans, Gustavo Bou, du club Tijuana au Mexique, pour un peu plus de 10 millions. Et c'est un peu, on dirait, la seule pièce qui leur manquait, puisque depuis, à part une petite défaite contre le LAFC, ils ont produit un jeu excellent. Anthony, est-ce qu'il fallait qu'ils se renforcent quelque part d'autre, ou pour toi, Gustavo est l'homme de la situation? Mais vraiment, les Revs, depuis l'arrivée de Bruce Arena, là, ça allait vraiment mieux. Donc, vraiment, ajouter Gustavo Bou, là, ça l'aide encore plus les Revs. C'est sûr qu'en termes de buteurs, là, il y avait déjà Till Bunbury, mais vraiment, avec Bou, là, c'est quand même d'un autre niveau. Là, ça est vraiment... non, vraiment, je crois que c'est l'une des positions que les Revs avaient s'améliorer. Et avec Bruce Arena, là, qui semble en pleine confiance du côté des Revs, je crois que c'était peut-être pas. Il aurait pu se renforcer à d'autres positions, mais tu sais, c'était pas alarmant non plus. Donc, vraiment, je fais confiance à Arena. Et puis en plus, j'ai l'impression que grâce à Arena et puis cette nouvelle recrue, des joueurs comme justement Till Bunbury renaissent un petit peu. Adi, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ah oui, oui, oui. Tout renaît avec Bruce Arena depuis un bout. Non, mais tout renaît depuis un bout grâce à Bou. Depuis le 8 mai, en fait, en MLS, New England a perdu juste un seul match contre LAFC. Donc, juste vous mettre au courant comme quoi ils sont en grande, grande forme. C'est, je pense, l'équipe qui m'a le plus surpris. Je ne m'y attendais pas à ce redressement-là. Très intéressant parce que ce qu'il leur manquait, c'est un attaquant de pointe, puis ils l'ont maintenant. C'est magnifique. C'est magnifique. Un très bon mercato. Puis moi, je serais très étonné de voir New England en dehors du portrait des séries. Je suis presque sûr qu'ils vont y arriver. Et tout comme New England, New York City FC a fait très très peu d'additions pendant ce mercato. On va en parler tout de suite, mais peut-être pas longtemps justement, puisqu'il y a seulement Eric Miller qui est arrivé de Minnesota United en tant qu'arrière droit, mais qui sera sûrement remplaçant. Et Gary Mackay-Steven, 28 ans, qui vient d'Aberdeen en Écosse. Et c'est un milieu gauche qui, à mon avis, jouera peu, vu la richesse un peu de l'effectif
de ce New York City FC. Messieurs, je ne sais pas s'il y a quelque chose à rajouter, mais pour moi, c'est plutôt deux seconds couteaux qui arrivent. Je commence avec toi, Adi. Ouais, non, c'est ça, c'est deux seconds couteaux. On l'a dit lors du dernier épisode, New York City FC devrait très vraisemblablement finir premier de l'Est. Et ouais, mais je pense qu'ils avaient juste besoin d'un peu plus de profondeur, ce qu'ils ont fait. Ouais, t'es d'accord avec ça, Anthony? Oui. Ouais, bah parfait. Et ben on peut enchaîner tout de suite. Peu de choses à raconter sur ces New York City FC. On va d'ailleurs partir chez les ennemis, le New York Red Bulls, qui a fait venir un jeune joueur désigné en prêt de Southampton, Josh Sims, 22 ans, un ailier qui apparemment est plutôt bien accueilli du côté des Red Bulls, donc ce serait un bon joueur de ce que j'entends. Et puis il y a eu beaucoup de rumeurs avec Aaron Long, mais apparemment l'agent demandait trop d'argent. C'est pour ça que des clubs de Ligue 1, on parle notamment de Marseille et de Lyon, l'auraient refusé finalement. Encore là, pas grand-chose. Est-ce que, Adi, le New York Red Bulls ont manqué l'occasion de se renforcer quelque part? Non, je pense pas. Je pense que les Red Bulls ont ce qu'ils font, ont ce qu'il faut déjà à l'intérieur de, dans leur équipe. Surtout qu'ils ont aussi, ils ont d'expérience, puis ils ont une équipe de jeunes qui fonctionne très bien. Moi, j'aimerais bien voir un peu plus de jeunes intégrer l'effectif numéro un. Surtout qu'il y a eu certaines personnes comme Derrick Etienne qui est parti, donc il y a peut-être une place là à prendre. Mais bon, je pense que New York Red Bulls a bien fait de pas trop bouger parce qu'ils avaient ce qu'il fallait. Et tu es d'accord avec ça, Anthony? Oui, vraiment, les Red Bulls là, se sont quand même améliorés avec Josh Sims. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il va faire à MLS. Mais vraiment, non, c'est ça. Ils ont, du côté des départs, Carlos Rivas est parti, était plus vraiment important du côté des Red Bulls. Derek Etienne est également parti avec prêt avec option d'achat. Donc, non, ça, vraiment, du côté des Red Bulls, là, j'ai l'impression que si jamais il y a une faiblesse dans cette équipe-là, ils vont être capables comment je fais ça de l'améliorer avec un joueur de l'académie, là. Donc non, pour elle, les Red Bulls assez confiants de leur côté là, pour les séries éliminatoires, là. Je suis complètement d'accord aussi avec toi. Et on va parler d'un club qui te tient un peu à cœur parce que tu les avais mis en playoff au début de l'année. Orlando City SC de James O'Connor, qui ont un nouveau joueur désigné. Il s'appelle Mauricio Pereira, est uruguayen, international de 29 ans, et il vient de Krasnodar en Russie. Il vient en transfert libre et il était plutôt bon. Apparemment, là-bas, les supporters l'appréciaient. 29 buts en 201 matchs. Il était milieu offensif, comme je l'ai dit. À part ça, on a aussi la signature de Robinho qui arrive du Columbus Crew pour 45 000. Et au niveau des départs, on a seulement Josué Coleman, le jeune paraguayen qui repart en prêt au Cerro Porteño au Paraguay. Anthony, est-ce que tu es plutôt satisfait avec ce mercato d'Orlando? Ouais, ben je crois que James O'Connor commence à être plus à l'aise avec son effectif, commence à vraiment bien les connaître. Et je crois que ce mercato, dans le fond, explique vraiment bien cela, là. Ça le démontre parce que vraiment, malgré peut-être une saison encore une fois mitigée, c'est sûr que c'est pas la meilleure saison du côté. Ben, c'est une des meilleures saisons du côté d'Orlando, mais en MLS, c'est pas la folie, mais vraiment, là, il refait pas complètement son effectif non plus. Donc, je crois qu'il a confiance en ses hommes. Et vraiment, là, encore à 4 petits points des séries, là, faut encore écart du côté d'Orlando. Et non, j'ai l'impression que même si Orlando ne se qualifie pas en série, là, ça va être quand même une saison quand même satisfaisante du côté de Orlando, puisque vraiment, on commence à voir qu'il y a vraiment un réel projet derrière et ça se bâtit tranquillement, mais sûrement. Ouais, exactement. Je pense que, excuse-moi, Non, vas-y. non, je pense que en fait, Orlando, comme tu l'as dit, O'Connor commence à connaître un peu son effectif. Et selon moi, si Orlando fait pas les cons et renvoie pas O'Connor s'il fait pas les séries, parce que je pense pas qu'ils feront les séries, à ce moment-là, l'année prochaine, Orlando va faire peur. Ça, c'est ce que je pense. Mais parce que je pense il a su cibler exactement ce qu'il a besoin. Et il y a eu de bons moves qui ont été faits par O'Connor. Puis j'ai hâte de voir l'année prochaine ce que ça va faire et j'espère qu'ils vont lui donner confiance.
Ouais, je suis d'accord. Et puis je pense que leur nouveau joueur désigné, Mauricio Pereira, c'est une bonne édition. Là, il fallait aussi. Donc, hâte de voir s'ils vont se qualifier pour les playoffs. Et il y en a un qui est qualifié pour les playoffs. En tout cas, c'est le Philadelphia Union qui est sur une bonne vague en tête de l'Est. Le Philadelphia Union qui a réussi à attraper un bon coup. C'est Andrew Wooten, américain mais aussi allemand, qui jouait à Sandhausen en deuxième division allemande. Et il a été signé non pas en joueur libre, mais avec de la TAM. Et avec 17 buts l'année dernière en 31 matchs en deuxième division allemande, il était pisté apparemment un petit peu en Bundesliga, mais à 29 ans, il a décidé de rentrer aux États-Unis et de signer pour le Philadelphia Union. Pour moi, c'est une excellente signature parce qu'ils font signer un petit peu ce qu'on appelle un game changer, un joueur décisif un petit peu, et un attaquant en plus qui manquait un petit peu, je trouve, à Philadelphie, et ça peut les relancer pour la tête de l'Est, justement. À mon avis, ça va être une très belle édition. Ils ont aussi ajouté Joe Bendick, qui jouera sûrement, on en parlait tout à l'heure, sûrement remplaçant, qui part du Columbus Crew, et R.J. Allen, l'arrière droit, qui était pour l'instant en prêt en NPSL, donc en 4e division. Pour toi, Adi, est-ce que l'avant-centre, c'était vraiment la position qu'il fallait cibler pour l'Union? Je pense qu'en fait, ils n'avaient pas de profondeur en avant-centre parce qu'ils avaient quand même Kasper Przybylko qui fait une très très bonne saison, aussi qui est allemand aussi, qui a vraiment été bon. Je pense qu'il a déjà marqué une dizaine de buts, si je ne me trompe pas, en MLS. Et puis, il fait bien. Mais oui, ils n'avaient pas grand monde derrière lui. Donc oui, c'est une bonne chose d'avoir signé Wooten. Il faut voir maintenant comment ça va se passer. Oui, il a marqué 10 buts à date, Przybylko. Mais aussi, ils ont ramené de la profondeur. Il manquait beaucoup de profondeur. Ils ne sont pas encore qualifiés pour les séries, pour ceux qui pensent qu'ils sont qualifiés, parce qu'ils ont juste 10 points d'avance sur le 8e. Puis il y a quand même à peu près 9 matchs à jouer encore, donc ils sont loin encore d'être qualifiés, mais ils sont premiers dans l'Est. Mais c'est un bon mercato pour eux, je trouve. Ils n'ont pas perdu de joueurs, c'est ça le plus important. Je pense qu'ils n'ont pas perdu de gros joueurs, et c'est ça qu'il faut. D'accord. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Pour le moment, ça va, il n'est pas paniqué, mais ils ont fait quand même de bons transferts. Et on va passer après à une équipe qui n'a pas fait grand-chose aussi. Ils avaient déjà signé un nouveau joueur désigné qui a vraiment eu énormément d'impact jusque-là en mai, et donc ils n'ont pas eu beaucoup à faire en plus, les Portland Timbers, puisqu'ils ont seulement pris Thomas Konechny, qui était pour le moment en prêt, et ils l'ont signé définitivement, et ils ont laissé tomber Lucas Melano, qui a été un des plus gros flops en termes de joueurs désignés de l'histoire du club. Je pense qu'il a coûté 5 millions et il repart un petit peu sans avoir rien changé dans ce club des Timbers. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur ce petit mercato de Portland? Non, je pense ils sont très bons. Ils jouent comme on dit en anglais house money parce que ils vont avoir tellement de matchs à domicile à la fin que ouais, non, il faut pas s'en faire pour Portland. Et en plus, ils ont gardé leurs meilleurs éléments. Ils ont ce qu'il faut, ça marche. Pourquoi ajouter des joueurs quand tout marche? Je vois pas, je comprends pas. Donc ouais, c'est une bonne chose. Bravo pour Portland d'avoir gardé son effectif. Ouais, mais je crois que c'est tout ce qu'on a à dire sur Portland, un mercato calme, mais pour le moment l'effectif marche, donc pourquoi pas. Et aussi un autre mercato calme, franchement là on arrive un peu sur des clubs qui n'ont pas fait grand-chose, c'est le Real Salt Lake. Le Real Salt Lake qui allait prendre Kellen Rowe pour 75 000 $ de TAM au Sporting Kansas City. Kellen Rowe qui a pas mal bougé, mais je trouve que c'est peu cher payé, 75 000 pour un joueur de sa trempe. Anthony, je sais pas si tu es d'accord avec moi. Ouais, non, vraiment, Kellen Rose semblait avoir un peu de difficulté à Kansas City. Donc, vraiment, c'est vraiment un aubaine pour le Real Salt Lake. J'ai l'impression que peut-être que Pete Vermes voulait vraiment s'en départir, mais vraiment, non, pour vrai, le Real Salt Lake, je crois que c'est eux qui vont faire la bonne affaire dans cette histoire. Et vraiment, si Rowe retrouve son niveau là, d'il y a quelques saisons, là, ça peut faire très mal du côté du Real Salt Lake. Surtout j'ai l'impression que peut-être ça prépare un possible départ pour Jefferson Savarino, puisque Rowe peut quand même jouer en tant qu'ailier droit. Donc, non, j'ai bien hâte de voir. Mais surtout, là, je suis content pour le Real Salt Lake qui a pu acheter définitivement Everton Luiz, le Brésilien, là, qui fait quand même du bien au milieu du RSL. Là. Oui, ils l'ont acheté à la Spal en Italie, et un milieu défensif plutôt bon. Adi, je suis d'accord avec ça.
Ouais, effectivement. C'est rien d'extravagant comme d'habitude du côté du Real Salt Lake, mais ils ont tellement de bons joueurs de leur académie aussi que c'est bien qu'ils arrivent à trouver des joueurs talentueux pour les entourer, puis c'est ce qu'ils ont fait. Puis non, c'est bien. Il faut voir maintenant, ils sont en lice pour les playoffs, ça va être très compliqué. Il faut que ces joueurs-là apportent un plus, puis arrivent à s'entendre avec les joueurs en place pour pouvoir un peu créer un peu plus de marge de manœuvre, point de vue pour se qualifier aux séries. Mais on verra ce que ça va donner. Mais c'est un bon mercato de profondeur et du côté du Real Salt Lake. Complètement d'accord. Et un autre bon mercato de profondeur, et pour moi un des meilleurs mercatos de cette période, c'est le San Jose Earthquakes, qui non seulement a réussi à conserver des joueurs, a vendu Hannibal Godoy, on en parlera un peu plus tard, à Nashville, mais pour un très bon prix, 650 000 $. Et puis ils ont amené deux joueurs que connaît très bien Mathias Almeida, leur fantastique coach argentin, Argentin, ouais, argentin, ouais, parce qu'il est entraîné au Mexique, c'est ça, il est argentin. Il a amené Andrés Rios, un avant-centre du Racing en Argentine, qu'il a connu en fait à l'époque où il jouait à Chivas. Et puis il a amené aussi Carlos Fierro, un ailier gauche de 24 ans, mexicain, du Cruz Azul en Liga MX, qui connaît aussi à l'époque de Chivas. Donc deux joueurs que Almeida connaît, a priori, deux joueurs qui sont dans leur fleur de âge, 24 et 29 ans. Franchement, ça me paraît un excellent mercato. Adi, je sais pas si tu es d'accord. En plus, il garde Godoy, j'ai oublié de le dire, jusqu'à la fin de la saison. Ouais, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Je pense que c'est excellent parce que San Jose, on s'entend, tout le monde se moquait un peu de San Jose au début de saison. Là, ils sont 3e dans l'Ouest, à égalité, avec Minnesota et Seattle, plus un point de plus que Galaxy. Ils avaient ce qu'il fallait, point de vue du 11 titulaire. Ils ont ramené, moi, je connais pas trop Rios qui a signé. Par contre, je connais Fierro. Fierro, c'était supposé être celui qui allait porter le flambeau de Chicharito en attaque au Mexique. Même s'il joue plus ailier, il est capable de jouer aussi en pointe. Et puis, sa carrière, elle est un peu en dents de scie maintenant. Mais si jamais Almeida peut lui donner un peu cette confiance-là, c'est un excellent joueur avec beaucoup, beaucoup de potentiel. Très intéressant de le voir là. Il n'a pas encore joué. Pourtant, il a été recruté au mois de juin. Il n'a pas encore joué avec San Jose. J'ai hâte de voir ses débuts. Puis voilà. Là, je suis d'accord. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose, ce recrutement pour Mathias Almeida. Tu es d'accord avec ça, Anthony, aussi, mercato réussi? Oui, vraiment, son équipe devient de plus en plus complète là, et ça risque de faire très mal cette saison, mais j'ai vraiment hâte surtout à la prochaine saison là, avec une saison complète parce que oui, Almeida est arrivé avant le début de la saison, là, mais le temps que les joueurs s'approprient son système tactique, là, il y a eu, je crois, les 5 à 10 premiers matchs, là, c'était pratiquement seulement des défaites. Donc vraiment, avec une saison pleine, avec des joueurs en pleine connaissance du système de jeu, là, je crois que les Earthquakes là, vont pouvoir se battre pour la première position. Là, j'ai aucun problème à croire ça. Là. Ouais, je suis d'accord. Ils vont ils ont renforcé leur effectif en fait, qui était déjà plutôt bon. Et moi, ce qui leur manquait, je trouve, c'était un peu de profondeur. Là, ils ont recruté. Et en plus, c'est des joueurs qu'Almeida connaît, donc un bon mercato du côté de San Jose. Et on va passer aux Seattle Sounders, leur rivaux de Heritage Cup, la coupe d'anciens de NASL, une coupe complètement oubliée de la MLS. Mais on en parlera un autre jour. Donc les Seattle Sounders qui ont recruté deux joueurs, un jeune de 22 ans, Emmanuel Cecchini, un jeune prometteur, mais qui s'est un peu perdu ensuite à Malaga, pour un prêt avec option d'achat, il me semble, un prêt jusqu'en 2020, donc un prêt de 18 mois, avec option d'achat à la fin de la saison 2020, un joueur TAM qui peut jouer en numéro 8 ou numéro 6. Et qui ne peut pas encore jouer, parce qu'il faudrait libérer une place internationale. Donc ça veut dire qu'il y aura peut-être quelqu'un qui va partir. On passe notamment à Nouhou, qui est pisté en France, ou à Raúl Ruiz Diaz, qui apparemment aussi est pisté par Saint-Etienne. Mais pour le moment, il ne peut toujours pas jouer tant qu'il n'y a pas un spot international qui se libère. Et un autre joueur qui est arrivé, c'est Luis Siva, qu'on connaît pour son temps au Real Salt Lake et à DC United. C'est un vétéran avant-centre, qui n'est pas forcément flamboyant, mais qui se jouera les seconds couteaux derrière Raúl Ruiz Diaz, et qui faisait une petite pige en Finlande, au FC Onka.
Messieurs, je vais commencer avec Anthony cette fois. C'est un mercato calme alors que Seattle avait quand même annoncé qu'ils pourraient signer un gros joueur désigné vu qu'ils ont une place libre. Qu'est-ce que tu penses un petit peu de ces deux joueurs qui arrivent? Ouais, Tchétchénie, j'ai hâte de voir. Ça peut quand même faire du bien à Seattle, mais du côté de Luis Silva, je suis pas très convaincu, là. C'est le genre de joueur de profondeur buteur, mais tu sais, il va jamais jouer les héros. Je sais pas si ça cache un départ, mais si ça cache un départ vraiment, là, si en buteur, Seattle se retrouve avec Brune et Silva, là, ça, ça va régresser d'un coup, là. En tout cas, je défendrais Brune Coréam, mais en fait, c'est parce qu'il est blessé jusqu'à la fin de saison, je crois, une longue blessure de Ah, peut-être ok. 6 mois. Donc, je crois que c'est pour ça que Luis Silva arrive un peu pour faire le second couteau derrière Ruiz. Adi, est-ce que tu es d'accord un peu avec tout ça? Ouais, je suis d'accord, j'ai rien à ajouter. En tout cas, c'est toi l'expert des Sounders, donc tu sais mieux que moi. Mais je pense que les Sounders avaient pas vraiment ce besoin d'ajouter quelqu'un. Ils sont quand même très très bons. C'est une équipe complète déjà, donc je m'attendais pas à ce ils bougent beaucoup en fait. Ça c'est moi Hmm. personnellement là. Non, je suis d'accord. Et puis, comme j'ai dit, Silvas pour la blessure de Brune. Et puis, Ouais. Cecchini est jeune. Et puis, Rodriguez est souvent blessé à l'aile gauche. Donc, ça sert peut-être à ça. Et après, il faut voir qui part justement pour laisser cette place internationale. J'espère que ce sera plus nous que Ruiz. Ça ferait mal, Ruiz. Mais nous qui est pisté un peu partout apparemment. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne de ce côté-là. Sinon, il faudra faire descendre un international en réserve. Ce sera le seul moyen pour faire jouer Emmanuel Cecchini. Donc, on verra de ce côté-là. Un club qui a aussi eu une période de mercato plutôt calme, c'est le Sporting Kansas City, malgré les gros problèmes du début de saison. Une seule vraie recrue, Luis Martins, un arrière-gauche qui vient de la Liga Pro portugaise du club de Chaves, qui était libre. Donc, au moins, ils n'ont pas dépensé beaucoup. Et ils ont perdu, comme on disait, Kellen Rowe, qui est parti à Salt Lake City. Pas grand-chose, du coup, à dire sur Kansas. Ça te surprend, le mercato assez calme, Adi? Oui, ça me surprend beaucoup parce que ils sont pas en bonne position hein, du tout Kansas City. Puis moi, je m'attendais à ce que Vermis veuille bouger les choses. Puis non, ça a vraiment pas bougé. Rose, c'était un flop total du côté de Kansas City. Donc, bien fait qu'il soit parti pour Kansas City, bien évidemment. Après, peut-être qu'il peut vraiment fonctionner au Real Salt Lake. Ouais, non, je trouve vraiment dommage que Kansas City n'ait pas profité de ce mercato pour au moins se replacer. Ils sont pas très loin des places en série, hein. Donc, ils sont à 5 points de la 7e place, mais il leur fallait cet ajout de talent. Est-ce que un latéral gauche, c'est suffisant? Pas trop sûr. Ouais, assez déçu de ce mercato pour Kansas City. Aussi déçu de ton côté, Anthony? Oui, vraiment, je m'attendais à vraiment peut-être un coup de baguette magique de Pete Vermees là, avec, avec même pas un nouveau joueur. Je m'attendais à quelques recrues, là, deux ou trois minimum, pour vraiment là, rajouter un peu de dynamisme dans cette équipe qui vraiment est vraiment dans une forme négative. Là, et je crois que c'est même dans le mental. Là, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment du mal. Et non, je m'attendais vraiment à deux, trois recrues, mais peut-être que Pete Vermees se dit on va attendre l'année prochaine. Je sais pas. Peut-être qu'ils ont pas eu l'opportunité qu'ils s'attendaient. Mais non, c'était assez décevant, mais quoi, c'est pas si grave. Une mauvaise saison à tous les 5 ans, ça peut aller. Je suis assez d'accord avec toi. Bon, on va voir un peu comment ça se reprend, mais en tout cas, ceux qui ont fait pas mal de changements, c'est le Toronto FC, puisque TFC a fait pas mal de changements pendant ce période de mercato. Ils en ont profité pour, on va pas dire renouveler, parce qu'il y a peu de jeunes qui arrivent, mais en tout cas remettre un petit peu de sang neuf dans cette équipe. Ils ont d'abord commencé avec Omar Gonzalez, le vétéran de l'équipe nationale américaine qui arrive d'Atlas, et qui est arrivé en tout début de mercato et qui a plutôt bien joué jusque-là avec Toronto. Il est même allé en Gold Cup. Ils sont ensuite allés chercher Nicolas Benezet, le jeune, voilà, 28 ans quand même. Il jouait un milieu offensif, ailier gauche surtout, qui jouait à Guingamp en Ligue 2 en France, qui est connu pour être un joueur solide de cette équipe guingampaise qui venait de descendre en Ligue 2. Donc il cherchait un petit peu une porte échappatoire et puis cette affaire de Toronto c'est présenté à lui. Ce sera un joueur TAM, tout comme une autre recrue, Erickson Gallardo, un ailier gauche aussi, mais de 22 ans seulement, un Vénézuélien qui vient de Zamora. Et puis, on a Patrick Mullins, le remplaçant de Zardes à Columbus,
avant-centre de 27 ans qui arrive pour seulement 44 000 dollars et qui remplacera un petit peu les deux pertes de ce mercato du côté de Toronto. Terrence Boyd, l'avant-centre de 28 ans qui a été un gros flop, qui est reparti en Allemagne de là où il venait, mais cette fois en 3e division. Et puis Jordan Hamilton, le jeune Canadien qui est parti, qui a fait le chemin inverse de Columbus Crew, qui est parti du coup en échange de Patrick Mullins. On va commencer par Anthony. Anthony, voilà, deux nouveaux ailiers gauche, un nouvel avant-centre remplaçant, un défenseur central qui arrive comme titulaire. Toronto qui un peu lance toutes ses forces dans la course au playoff. Oui, non, et je pense qu'ils l'ont bien fait. Là, en tout cas, pour les grosses signatures, Benezet et Gonzalez, là, c'est deux très belles signatures. Gonzalez, là, il vient améliorer le poste de défenseur central. On voyait que parfois Toronto avait des difficultés. Moore n'est pas aussi imposant qu'avant. Mavinga peut être souvent blessé. Laurent Simon, c'est bien, mais il n'y a pas le niveau qu'il avait à l'Impact de Montréal. Donc, vraiment, non, Gonzalez là, vient rajouter vraiment de très bonne qualité au poste en défense. Et Benezet vient rajouter vraiment le petit côté technique là, qu'on aime bien voir. Donc, non, vraiment, je trouve que Toronto, là, c'est bien amélioré. Adi, je vais te demander de dire du bien de Toronto, ça va te faire du Ah mal, non, mais mais je suis capable d'être objectif. Je suis quand même pas capable d'être objectif. Et en fait, je vais même être un peu trop positif. Je trouve que Toronto a fait un mercato extraordinaire, mais vraiment extraordinaire. Gonzalez a été, et je l'ai vu jouer depuis qu'il a été recruté. Il est excellent en défense centrale. C'est ce qui leur manquait parce que Laurent Simon, c'est pas il est plus aussi bon, c'est qu'il est nul. Je suis vraiment désolé avec tout mon respect pour Laurent Simon. Il est vraiment pas bon, mais est vraiment pas bon. Et ça fait vraiment du bien d'avoir Gonzalez. Patrick Mullins, c'est un joueur que j'ai beaucoup aimé en tant qu'attaquant. Très bon attaquant pour quand Altidore est blessé. La seule chose, c'est qu'il y a un gros salaire, par contre, aux alentours de 300 000, si je me trompe pas. Et puis aussi Benezet. Benezet, je suis beaucoup la Ligue 1, pour ceux qui ne savent pas. Et puis pour moi, Benezet, c'était un peu un de mes chouchous du côté de Guingamp. C'est un très bon joueur. Ça me déçoit qu'il signe à Toronto, mais si on va être objectif, c'est quand même un très bon recrutement. Surtout que en tant que qu'ailier gauche, ils n'avaient pas grand monde. Hein. À Toronto, ils faisaient jouer à Schaffelberg, le petit joueur formé au club dernièrement. Donc, oui, c'est quand même assez bon. Ils ont rempli un des besoins. Après, Gallardo, faut voir. Les joueurs sud-américains, des fois, c'est des grosses prises, des jeunes joueurs sud-américains. Des fois, c'est des flops. Et dans ce cas-là, ben, on va voir ce que Gallardo va ramener. Il a joué un match en Voyagers Cup. Il a pas été mauvais, mais il n'a pas été extrêmement bon non plus. Curieux de voir ce que ça va donner. ouais, assez d'accord avec toi. Et sur ciment aussi, malheureusement, ça a plu dernièrement, je trouve. En fait, depuis qu'il n'est pas revenu de France, c'est un peu compliqué. Et on va passer au dernier club MLS avant de passer un petit peu vite fait aux expansions, les Vancouver Whitecaps. Ces Vancouver Whitecaps qui ont fait un mercato plutôt calme. Ils ont surtout signé Ali Adnan, qui était en prêt de Udinese. Ils l'ont signé définitivement en tant que joueur désigné, un statut qui personnellement me fait un petit peu tilter. Je trouve que c'est un peu trop pour lui. Et ils ont aussi ramené en prêt Michael Chirinos d'Olympia Honduras, un jeune de 24 ans, milieu droit, que je ne connais pas. Ils voulaient apparemment Anthony Jackson-Hamel de l'Impact, mais n'ont pas réussi à s'entendre au niveau du salaire. Et ont perdu, comme on le disait plus tôt, Felipe Martins, qui est parti à DC United. Un mercato très calme, mais il faut dire que ils n'avaient peut-être pas beaucoup de flexibilité vu le nombre d'argent qu'ils avaient investi en début d'année. Anthony, est-ce que tu penses que Ali Adnan mérite par exemple son statut de joueur désigné? Ben, je sais qu'il a quand même été important du côté de Vancouver. Joueur désigné, je crois pas, non, vraiment pas. C'est pas un excellent mercato du côté des Whitecaps. On voit qu'ils ont peut-être lancé la serviette pour la saison 2019. Mais vraiment, là, j'ai une question à vous poser, les gars. Chirinos, est-ce que vous vous souvenez de l'avoir vu en Gold Cup? Parce qu'il a quand même fait 3 apparitions en Gold Cup et vraiment, là, on l'a jamais vu. Je sais pas vous, là, mais je crois que je sais pas, il était titulaire, mais il est allé regarder le match dans les estrades ou quoi que ce soit. Mais vraiment, c'est un international du Honduras, mais vraiment, non, je crois pas que c'est lui qui va révolutionner
Le 11 de Vancouver, là, vraiment, je crois, c'est pas la meilleure pige de cette Gold Cup. Sinon, Dawson Cricket, c'est toujours plaisant de le revoir. Là. C'est un joueur que j'aime bien. Là. En tout cas, dans ses meilleurs moments, c'est sûr qu'il s'appuie quand même beaucoup sur sa vitesse. Et à 32 ans, la vitesse, elle commence à un peu être moins là. Mais non, vraiment, je crois que les Whitecaps préparent la saison prochaine parce que c'est pas avec ces joueurs-là là, qui vont remonter au classement. Oui, j'allais dire, je suis quand même oublié de mentionner Tossa Rinkes qui revient au Canada, justement, du côté de Vancouver. Adi, tu es d'accord avec l'analyse d'Anthony, c'est un peu trop faible? Ouais, non, c'est ça, c'est un peu trop faible. Mais on le sait que Vancouver un peu là va plus se concentrer sur l'année prochaine. Ils ont fait plusieurs recrutements. N'oubliez pas qu'ils ont un effectif complètement nouveau aussi. Hein, donc c'est sûr que ça allait être compliqué dès le début. Ali Adnan, moi je pense que c'est un très très bon joueur. Je l'aurais mis comme joueur TAM. Mais bon, finalement, joueur désigné. Finalement, il faut aussi voir son contrat parce que tu peux être joueur désigné. Tant que tu es payé plus que 550 000 l'année, tu es joueur désigné. Mais tu peux être payé 1 million puis pas être joueur désigné aussi. Donc, il faut faire attention. C'est le tag joueur désigné, en fait, le titre joueur désigné qui me fait un peu lever les sourcils. Mais par contre, si jamais c'est un joueur désigné qui fait 700 000 l'année, je pense pas que c'est la fin du monde non plus. Donc, c'est un bon joueur, Je un crois très qu'il fait très bon autour d'un joueur. million dans mes souvenirs quand ils l'ont signé. Ce qui est pas mal, enfin qui est beaucoup, il faut que je vérifie ça, mais c'est Ouais. beaucoup quand même pour un arrière-gauche en plus. Si c'est 1 million, alors là, oui, je suis complètement d'accord avec toi. Mais quelque chose entre 700 et 800 000, je ne trouverais pas que ce serait la fin du monde non plus. Donc, parce que c'est quand même un très, très bon joueur, un très bon latéral gauche. Vraiment, là, moi, j'aime beaucoup ce qu'il a fait en date d'aujourd'hui. Je suis d'accord avec toi, ouais, non, il est pas mauvais. Et, je vais juste chercher le salaire, je le trouverai peut-être plus tard et je vous tiendrai au courant. Mais on va parler maintenant avec Anthony, on va parler de Nashville, puisqu'on va parler un petit peu des 3 expansions qui arrivent. Nashville, Miami dès la saison prochaine et Austin FC là en 2021. Et Nashville qui commence à faire lever un petit peu des sourcils, parce qu'ils ont un mercato qui ressemble un petit peu vaguement à celui de Cincinnati, et ça n'a pas vraiment marché puisqu'ils ont signé, donc, comme on le disait un peu plus tôt, le joueur de San Jose, Animal Godoy, pour 650 000 $, celui qui a 99, notamment sélection pour le Panama. Et c'est un joueur qui est un peu dans la même lignée que leur dernière recrue, je pense notamment à David Akam, un joueur un peu vétéran de la MLS, un bon joueur, mais pas un joueur non plus de grand prestige. Anthony, à Nashville, est-ce qu'on commence à s'inquiéter un petit peu du mercato? Parce que pour l'instant, je vais rappeler les 5 joueurs qui ont été signés par Nashville en MLS. Donc on a Animal Godoy, David Akam, Daniel Rios, Cameron Lancaster et Derrick Jones. Ouais, ben, en fait, on va aller directement dans le vif du sujet pour Animal Godoy, là. Vraiment, je suis pas complètement d'accord avec qu'est-ce que tu as dit. Selon moi, Animal Godoy, ça a tout le temps été un joueur constant MLS et c'est même en 2018 et même dans les dernières années, là, ça a été, selon moi, un des meilleurs défenseurs, pas défenseur, un des meilleurs milieux, que ce soit en milieu défensif ou en milieu central, là. Vraiment, là, en 2018, là, juste pour vous dire, il a fini premier parmi les milieux en termes de dribble par match. En interception, il a fini 5e dans la ligue. En termes de passes, de précision dans les passes, il a fini 3e. Donc, vraiment, c'est un selon moi, là, c'est un très bon milieu de MLS. Et oui, on a quand même payé très cher, 650 000. Mais vraiment, là, c'est déjà moins cher qu'un joueur comme Fernando Adi euh, qui avait été recruté par Cincinnati. Et c'est vraiment, à Godoy, là, c'est sans apparence en MLS, c'est sans apparence avec le Panama. Donc vraiment, là, moi, oui, on a un peu payé cher, comme j'ai dit, là, mais vraiment, là, ça rajoute de l'expérience au milieu. Tandis que Cincinnati, en ce moment, là, de l'expérience MLS au milieu, ils en ont zéro. Là. Le seul joueur qui a joué avec un peu d'expérience en MLS, c'est Victor Olioa. Et vraiment, là, c'est pas extrêmement. Donc, vraiment, là, je vous lance un pari aujourd'hui. Là. Nashville là, va faire plus de points en sa première saison que Cincinnati. Et je suis prêt à prendre toutes les conséquences que vous voulez, mais je suis vraiment confiant de ça. Et vraiment, le club est vraiment transparent. Il a vu qu'il y avait quelques critiques, pas nécessairement à Nashville, mais vraiment partout
dans les États-Unis. Et vraiment, ils ont fait un article où Mike Jacobs explique, explique pourquoi ils sont allés le chercher. Là, et vraiment, non. Je suis d'accord avec eux. À Cam, c'est un peu un pile ou face, j'ai l'impression, parce qu'il peut être super bon et dans une équipe et vraiment moyen dans l'autre. Donc, si ça va retrouver sa forme qu'il avait avec le Fire, ça peut faire très mal. Et non, et un spécialiste de la MLS comme Jeff Rutter a précisé que Daniel Rios, selon lui, là, allait terminer titulaire en MLS certainement. Donc, je suis vraiment pas inquiet. C'est sûr que... Oh, désolé, je vais terminer. À tes souhaits. Désolé. Mais désolé les auditeurs, ça va être très fort. Non, mais il va le couper. Mais c'est ça, oui, un joueur comme Daniel Rios, là, il est facilement titulaire à MLS. Donc, non. J'ai vraiment plus d'espoir que Cincinnati. Là. Vraiment, Cincinnati, là, les seuls joueurs d'expérience en MLS qu'ils avaient, c'est Waston. Désolé. Waston, Garza, Powell, Maddox et Adi. Sinon, vraiment, c'est des faibles expériences en MLS. Donc, non, je suis vraiment plus optimiste. D'accord. Mais c'est juste parce que je vais juste, pardon, Adi, je te donne la parole juste une seconde, mais c'est juste parce que, en fait, quand tu compares un petit peu avec Miami, et c'est justement là où Miami, au début, paraissait très mal préparé, puis ils ont finalement signé 3 jeunes de 19 ans de Ligue argentine ou de Ligue vénézuélienne pour des sommes comme 8 millions, 5 millions, et c'est des jeunes d'espoir qui étaient pistés en Europe, apparemment. Et donc, d'un côté, il y a Miami qui signe des bons joueurs sud-américains, un petit peu dans la même veine qu'avait fait les LAFC ou Atlanta United. Et puis de l'autre côté, Nashville qui paraît faire les mêmes signatures avec peut-être plus de brillance en effet que Cincinnati au Minnesota. Adi, je sais pas si tu es d'accord avec moi ou peut-être que je suis juste trop sévère. Ouais, je pense que tu es juste trop sévère. Mais déjà, en premier, je veux juste répondre à Anthony. Bah, déjà, tu places la barre pas très très haute, hein, si jamais tu veux juste faire mieux que Cincinnati. Non, mais c'est parce que je répondais, mais vraiment, Nashville peut être facilement dans le top 10. Là, il ne finira pas dans les 2 dernières positions de la conférence. Vraiment, les gens qui sont à bord, c'est vraiment des gens footballistiquement parlant très intelligents. Mike Jacobs a grandi footballistiquement parlant dans le monde professionnel avec Pete Vermees au Sporting Kansas City. L'entraîneur de Nashville, il n'est pas toujours parfait, mais il a quand même gagné une MLS Cup en 2010 avec les Rapids du Colorado. On a en termes de chef recruteur Chance Myers, l'ancien joueur du Sporting Kansas City, qui connaît parfaitement la MLS. On a un ancien agent également en tant qu'adjoint directeur général. C'est l'adjoint de Mike Jacobs, Ali McKay, qui a fait principalement des affaires en Écosse et tout. Donc vraiment, on a des personnes qui connaissent vraiment le soccer. Et c'est pour ça que je suis vraiment pas inquiet. Là, et on peut pas juger une équipe après seulement 5 signatures. Et Nashville n'a pas le même budget que LAFC, n'a pas le même budget qu'Atlanta, n'a pas le même budget que Miami. Donc, vraiment, là, le discours qu'il faut retenir là, de Nashville, c'est de dépenser intelligemment. Et je crois qu'ils le font présentement. Là. Ouais, effectivement, juste pour revenir à ce que je disais, effectivement, c'est trop tôt. C'est trop tôt encore pour juger Nashville. Je pense que Godoy, c'est un bon joueur. Après, si c'est le seul joueur calibre MLS à Nashville au début de la saison prochaine, je dirais que ce ne sera pas suffisant. Mais je pense que c'est quand même un joueur expérimenté qui a l'expérience de la MLS, qui est quand même assez bon. C'est quand même un bon joueur. C'est pas extraordinaire, mais c'est pas mauvais non plus. Donc, moi, j'attends de voir ce que ça va donner. Moi, je m'attends à ce que Nashville ce soit pas très loin des séries l'année prochaine. En tout cas, c'est ce que je vois, mais on ne sait pas encore. C'est trop tôt encore moi, j'ai jamais parlé de saison, série ou pas de série. Hein. Je parlais surtout des recrues, en fait. Et ces premières recrues, je dis pas que tout le mercato va être nul et que Nashville va être au niveau de Cincinnati, mais je dis que ces premières recrues me rappellent les premières recrues de Cincinnati. Là où j'étais plus confiant, enfin il y a 6 mois pour Nashville que Miami, là par rapport à ces toutes premières recrues, je vois qui me font plus penser justement d'anciennes expansions, voilà, par rapport à Miami qui
qui fait un excellent mercato, je trouve, jusque-là, avec 3 jeunes de 19 ans qui vont être en joueur désigné ou en jeune joueur désigné. Et d'ailleurs, Miami devrait annoncer un coach dans le mois, selon leur président. Donc voilà, mais c'est bien qu'on ait pu mettre ça un peu au clair, mais je ne juge pas le club entier, je juge juste les 2-3 premières signatures. T'inquiète pas, Anthony. Aucun problème, Antoine. Et, C'est juste que vraiment Miami n'a pas le même budget non plus que Nashville. Donc, ouais. je ne serais pas surpris de voir Miami en haut du classement la saison prochaine, car c'est un peu du même genre qu'Atlanta. Mhm. Ouais, je sais pas, faudra voir. Mais ouais, je pense que faudra éviter, en tout cas pour Nashville, le truc à éviter, c'est éviter ce que Cincinnati avait fait, c'est-à-dire de surpayer des joueurs de MLS. Cincinnati avait vraiment mis beaucoup trop d'argent dans des joueurs moyens de MLS, et c'est un écueil que Nashville devra faire attention. Et la dernière chose dont je voulais parler, le dernier club, c'était très rapidement passé sur Austin FC, qui ont annoncé Josh Wolf comme entraîneur. Donc le Austin FC qui a un nouveau coach. Qu'est-ce que tu en penses, Adi? Est-ce que c'est une bonne acquisition? Oui, j'ai pas grand-chose à dire en fait sur John Wolf, mais ouais, on va couper ça parce que j'ai aucune idée c'est qui John Wolf. Ah, ok. Tu aurais dû me dire, je suis désolé. Tu vas le couper, s'il te plaît, Anthony. Ça marche. Tu m'as vraiment surpris, là. Pas de soucis, je voulais juste te parler vite fait de l'entraîneur. Mais c'est pas grave. Mais sinon, Antoine, tu peux la poser. Je repose la question, ouais. Et on va parler de la 3e équipe d'expansion juste après Nashville et Miami, puisque une année plus tard, c'est le Austin FC qui rentre dans le jeu et l'ancien, pour ceux qui ne connaissent pas, oui, l'ancien assistant de Berhalter à Columbus et en équipe nationale, Josh Wolf, ancien international aussi américain, sera le premier entraîneur de l'histoire du Austin FC. Ça a été confirmé par le club. Anthony, est-ce que tu trouves que c'est un bon début pour l'expansion? Ben, en fait, moi, sur la personne de John Wolf, j'aime bien le bagage qu'il apporte avec lui. C'est sûr, il a grandi aux côtés de Greg Berhalter. Donc, vraiment, ça va être un système de jeu quand même intéressant à voir aller. Mais moi, qu'est-ce que j'ai peur du côté d'Austin? C'est une nouvelle franchise qui amène avec elle un entraîneur-chef qu'il n'a jamais vraiment entraîné en tant qu'entraîneur-chef. Donc, ça, vraiment, là, dans les nouvelles franchises, qu'est-ce qui est important dans les expansions, c'est l'expérience que, que l'effectif va apporter. C'est souvent ça qui va faire la différence dans les premières années là, entre un flop total et vraiment là, une semi-réussite ou une réussite. Et c'est ça que j'ai peur. J'adore John Wolf. J'ai l'impression que dans quelques années, ça va être un des bons entraîneurs américains. Mais le fait qu'une expansion va chercher une personne qui n'a jamais entraîné en tant qu'entraîneur-chef dans le plus haut niveau du pays, là, j'ai assez peur. En fait, il n'a jamais entraîné au haut niveau là, en tant qu'entraîneur-chef partout dans le monde, là, pas seulement au pays. Donc, vraiment, non, ça me fait assez peur, mais si Austin est patient, là, dans 3 ou 4 ans, là, ça peut devenir un des meilleurs entraîneurs de la MLS. Ça j'ai aucun doute là-dessus, mais vraiment, c'est comme je l'ai dit, le fait qu'il n'y a aucune expérience, Austin n'a aucune expérience, il va falloir qu'il s'entoure extrêmement bien dans son staff pour éviter la catastrophe, j'ai l'impression. Ouais, et puis après, je pense que comme c'est un ancien de Columbus, le nouveau propriétaire d'Austin, qui était donc l'ancien propriétaire de Columbus, Anthony Precourt doit très bien le connaître. Et donc il doit faire ça en connaissance de cause, et 2 ans c'est quand même pas mal pour préparer un dossier, sachant qu'à Miami il n'y a toujours pas d'entraîneur par exemple, ou alors qu'ils arrivent là, dans quelques mois. Austin FC aura plus de temps avec Josh Wolf, et on espère voir Austin FC préparé en MLS. Pour le moment apparemment ce qu'ils font du côté de l'académie est très bon, donc très hâte de voir ça. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, Adi, sinon on va pouvoir conclure. Non, j'ai rien à ajouter. Intéressant de voir. Pour moi, Austin, c'est encore trop loin. Je préfère. C'est vraiment trop loin. 2021, là, écoute, on est encore en 2019. C'est encore loin, mais c'est bien d'avoir un entraîneur assez tôt pour ce genre de projet-là. Et il aura le temps de bien se préparer. J'ai peur juste des fois. À force d'attendre et d'être dans l'attente pendant aussi longtemps que tu te relâches, puis arrive la première saison, puis en fait t'es surpris, merde, c'est déjà là, j'aurais dû faire plein d'autres choses avant. Donc peut-être que c'est un peu une signature un peu trop tôt, mais on verra si ça va porter ses fruits.
Ça marche, et ben, ce sera le dernier mot qu'on aura à dire sur ce mercato. Il a été long ce podcast, j'espère que vous l'aurez aimé, parce on est vraiment rentré dans le vif du sujet pour chaque club. Je vous remercie Anthony et Adi d'avoir été avec moi aujourd'hui, et j'espère que on va pas perdre trop de joueurs à MLS qui vont partir, parce que les autres mercatos sont toujours marchés sont toujours ouverts quelque part en Europe et puis en Mexique. Donc j'espère qu'on ne perdra pas trop de joueurs d'ici là. Surtout quand Adi, j'ai entendu par exemple Daniel Lovitz qui pourrait partir de l'Impact. Ouais. Donc bon, j'espère que tout se passera bien de ce côté-là. Merci Adi d'être venu. Merci à toi, merci à vous deux. C'est toujours très intéressant comme d'habitude. Ouais, merci Anthony. Désolé de t'avoir poussé un petit peu pour Nashville. Je suis content que tu aies toujours confiance en ton club. Merci à toi Antoine et vraiment là. Je répondais à tes propos, mais c'est sans haine, là, on est encore amis. Il y a beaucoup de haine, il n'y a que de la haine entre nous trois, là, on se déteste, mais en fait, on se supporte. Entre l'Impact, Nashville et Seattle, grosse rivalité en plus, donc forcément, on devrait créer une petite coupe un petit peu entre les trois clubs et mettre dès que Nashville arrive, faire une mini compétition entre les trois clubs et comptabiliser chaque point. Ça serait très drôle, mais en tout cas, merci à tous de nous avoir écoutés, ça fait un plaisir de vous avoir avec nous. N'hésitez pas à nous noter, mettez des étoiles si vous pouvez sur vos applications, ça dépend de où vous écoutez votre podcast, mais n'hésitez pas à commenter, à nous dire qui vous pensez a fait le meilleur mercato, notamment de cette fenêtre des transferts estivales, et on vous retrouve la semaine prochaine. Vous pouvez aussi écouter notre nouveau podcast donc consacré au Canada, le CS à l'érable, et pour le prochain Culture Soccer, ça sera la semaine prochaine. Merci à tous et bonne fin de semaine ou bon début de semaine suivant quand vous écoutez ce podcast. Ciao.